Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on file au Québec. On reçoit Martha Bonny. Bonjour Martha. Bonjour Nicolas. Alors Martha, vous êtes professeure agrégée au département d'Histoire de l'art et études cinématographiques de l'Université de Montréal où vous enseignez la télévision. Vos recherches portent sur la sérialité contemporaine, sur la transmédialité, sur la réception et développent au sein du labo télé, donc labotélé.com, on a mis l'adresse sur le site internet histoireensérie.com, des méthodologies fondées sur les humanités numériques. Vous avez co-organisé et organisé d'ailleurs plusieurs colloques sur la télévision et les médias. Vous avez publié notamment en Romanzo Criminale, Transmedia et Beyond aux éditions de la Ca' Foscari Digital Publishing en 2013 et co-dirigé et diriger des ouvrages Networking Image, approche interdisciplinaire des images en réseau, toujours en 2013 avec Adrienne Boutang, Barbara Laborde et Lucie Mérigeau, World Building, Transmedia Fans and Industries aux Amsterdam University Press en 2017, vous excuserez mon anglais, et forme et plateforme de la télévision à l'ère du numérique aux presses universitaires de Rennes très récemment en 2020. Alors aujourd'hui, je vous reçois, vous connaissez très très bien les séries, vous connaissez très bien comment on fait des séries. On va partir pour, on a bien compris aussi dans votre bibliographie, vous connaissez un petit peu l'Italie, on va partir pour une série qui parle de l'Italie, mais avec une approche un petit peu particulière. Dites-nous vers quelle série on va se tourner aujourd'hui dans Histoire en série, Martha. On va parler de We Are Who We Are, qui est une série effectivement italienne, mais qui est une coproduction avec l'américaine HBO. Du côté Italie, c'est Sky Atlantic qui s'occupe de la production, et le réalisateur, mais qui est aussi scénarisateur ou co-scénarisateur avec d'autres, c'est Luca Guadagnino, que vous connaissez pour de nombreux films qui ont reçu une très bonne réception critique et de public, comme très récemment Call Me By Your Name en 2017. Donc, Luca Guadagnino est en fait connu comme réalisateur. En fait, s'est construit une renommée d'auteurs, effectivement, en participant à des festivals reconnus. Donc, cette série, We Are Who We Are, par exemple, était dans la sélection officielle à la quinzaine de réalisateurs de l'édition de Cannes 2020, l'édition qui n'a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. Ce qui est intéressant, donc, dans ce cadre, il était prévu que le produit soit diffusé en salle comme un film de 8 heures avec une pause au milieu. Donc, un réalisateur qui s'intéresse bien sûr d'abord au cinéma et qui est connu pour Call Me By Your Name en 2017, un peu avant Io Sono l'amore en 2009. Il a fait récemment un remake de Suspiria, et qui est connu pour justement donc une présence très d'auteur, et c'est un réalisateur qui vise à représenter l'intime, mais qui est aussi intéressé par exemple à filmer la mode, les belles choses, les lieux, en valorisant les textures, les couleurs, les environnements rétro et luxueux, avec un regard très sophistiqué, un peu snob. Aussi, sa persona est très construite, vraiment construite autour de cette aura un peu snob. On le voit dans Call Me By Your Name, justement, ces lieux où on va retrouver avec un regard un peu touristique, mais toujours très attentif, certains endroits méconnus de l'Italie. Dans Suspiria également, une attention pour les textures, pour les vêtements, pour les espaces, mais aussi dans un moyen métrage de 2019 qui est disponible sur Mubi. J'ai vu récemment The Staggering Girl avec Julianne Moore, où il s'agit vraiment de défilés de mode qui on participe d'une narration assez intéressante. Donc, surtout, il est capable de raconter l'Italie avec une perspective internationale. Le choix des acteurs et actrices reflète des passerelles constantes avec le monde anglophone. Donc, c'est vraiment un des auteurs, réalisateurs italiens qui, plus que d'autres récemment, a réussi à construire ces passerelles, à fonctionner toujours en Italie, avec peut-être un retour du public
pas toujours au rendez-vous, mais en retour de la critique qui est toujours positif. Parfois avec quelques problématiques quand même, mais il s'insère quand même d'une manière très forte avec cette personnalité qui va dans le sens, comme le rappelle dans un article récent Damiano Garofalo, dans le global art cinema, donc vraiment ce cinéma d'art, mais qui a une tendance globale, qui a la capacité à se faire écouter et apprécier de manière transnationale en valorisant donc des acteurs et actrices hollywoodiens ou pas hollywoodiens mais anglophones et qui regardent l'Italie donc d'une façon différente, toujours restant très attachés à cette Italie qu'il explore en tant qu'Italien avec une capacité de restituer quelque chose qui relève de l'italianité. Alors, italianité, terme assez difficile à définir, on est d'accord, donc on trouvera peut-être quelques pistes de réflexion dans le sens, de comprendre mieux de quoi il s'agit, mais on ne pourra pas comprendre Guadagnino si on ne prend pas en compte effectivement sa capacité à faire des ponts, faire des passerelles avec les États-Unis, avec le monde anglophone, et donc on se situe avec une capacité à se situer vraiment dans un statut un peu au milieu, entre les deux, un regard qui passe par donc une médiation toujours. Et donc c'est ce qu'on voit dans cette série qui a donc un titre en anglais et qui parle donc de personnages américains qui se retrouvent dans une base militaire en Italie. Effectivement, Martha, c'est très intéressant ce que vous nous dites là sur la présentation, notamment bien sûr de ceux qui ont travaillé sur cette série-là, parce que cela nous permet d'appréhender cet espace spécifique, hein. Vous le dites bien, on est en Italie, mais on n'est pas dans l'Italie profonde, on va dire, on est dans une Italie spécifique, celle des bases américaines. C'est une sorte presque de milieu hybride, où il y a une culture hybride, où on voit justement, vous l'avez dit, ces jeunes gens dans cette culture-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce contexte, j'allais dire, cette spatialisation de la série qui se passe en Italie, mais dans les bases américaines, Martha? C'est ça, donc le contexte est un contexte, celui d'un espace hybride entre deux ou plus cultures. Les personnages débarquent, le personnage principal de Fraser, qui est un adolescent, 14-15 ans, il débarque de l'avion, il arrive de New York, et il se retrouve donc dans cet espace fermé qui est celui d'une base militaire en Italie. Donc sa mère, donc qui est donc jouée par Chloé Sevigny, est la commandante en chef, je ne sais plus le terme qu'on utilise, qui est donc pardon, je vais le retrouver, c'est bien, oui, c'est ça, commandante en chef de la base militaire. Donc, il débarque pour la suite dans son travail. Et la série est tournée, non pas dans une vraie base militaire, parce que Guadagnino et la production ont eu des problèmes justement à se faire accepter par le ministère de la Défense américaine par rapport à un tournage de série. Donc, on a reconstitué un Bagnoli di Sopra qui est près de Chioggia, donc on part de la région de Venise, une base militaire à partir d'un centre qui était un centre de réfugiés plus tôt. Donc, la série se déroule en 2016 en pleine campagne présidentielle américaine, avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc, la politique, quelque part, est présente partout et à plusieurs niveaux. Surtout, c'est la dimension militaire, justement, qui prime. Parce que la politique apparaît, par exemple, par des images de journal télévisé. Les personnages sont plus ou moins attentifs à ce qui se passe dans le reste du monde, parce qu'on reste vraiment, comme on verra tout à l'heure, centré sur l'intimité de ces personnages. Et malgré ça, la violence de la paramilitaire va se faire sentir à plusieurs niveaux. Donc, ce lieu de fantaisie, d'ailleurs, s'appelle la caserne Maurizio Pialati. C'est donc en hommage à Maurice Pialat, donc fameux réalisateur français, que Luca Guadagnino donc, a voulu faire. Donc, on a reconstruit une base militaire complètement avec un investissement de plusieurs millions d'euros. C'est un environnement qui reproduit donc les vraies bases militaires, qui sont des endroits effectivement où on retrouve les États-Unis
dans n'importe quel pays. Donc, on sait bien à quel point la puissance militaire des États-Unis est capillaire partout dans le monde. La situation par rapport à l'Italie, pour situer un tout petit peu historiquement, naît à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où l'Italie sort avec une défaite en 1943 et entre dans le pacte atlantique en renonçant à son indépendance, en étant donc à des fins de défense alliée dans le cadre de l'OTAN, avec donc la bilatéralisation de cette défense dans un esprit, je cite, je retrouvais un article du traité de l'OTAN, l'esprit d'une continuelle et effective autodéfense et assistance réciproque. Ces bases militaires avaient été mises en place dans ce but dès les années 50, plus précisément avec un accord du 27 janvier 1950, l'accord de Washington. Pourquoi les bases militaires sont encore là aujourd'hui? Évidemment, c'est une question qui pose énormément de problèmes en Italie. D'un côté, il y a des positions qui visent plutôt à les préserver dans le sens encore de cette défense et alliance, mais la chose est vécue par certains comme une forme d'asservissement, asservissement aux États-Unis. Donc, dans le cadre d'un mouvement international contre la guerre, il y a plusieurs militants qui luttent pour la fermeture de ces bases qui, entre autres, apportent une présence de matériel nucléaire sur le territoire italien. Donc, il y a plusieurs bases militaires en Italie partout, plusieurs données différentes, j'en peux retrouver. Il y a à peu près 15 500 militaires américains sur le territoire italien aujourd'hui et 4 500, 5 000 civils qui aussi travaillent dans ces bases. Donc, on a quand même des petits villages donc cloîtrés à l'intérieur du tissu urbain mais plutôt surtout de tissu rural du territoire italien. Donc, c'est assez intéressant pour la série de voir que la série se déroule non pas dans huis clos, mais dans un espace quand même très spécifique, très spécial, qui est préservé quelque part, qui est isolé du reste de la vie. Et donc, c'est vraiment dans la frontière entre donc, la base militaire et le territoire que plusieurs des actions, des gestes, des personnages se déroulent. La vie, effectivement, des adolescents, qui est donc au centre de cette série, la vie des adolescents dans les bases militaires est assez intéressante dans le sens où, effectivement, les adolescents sont là pour suivre leurs parents, se déplacent très souvent d'une base à l'autre. Donc, c'est un peu le cas de plusieurs des personnages de cette série qui ont fait leur vie que dans des bases militaires. Le personnage de Britney, donc une jeune femme jouée par Francesca Scorsese, qui est donc la fille de Martin Scorsese, raconte au protagoniste dès le premier épisode qu'elle a fait toute sa vie dans des bases militaires. Elle ne connaît pas du tout les États-Unis. Elle a vécu en Allemagne avant, puis un autre endroit un peu plus tard. Et elle voit toujours les mêmes endroits. Donc, il y a une séquence au supermarché de la base qui a été reconstruit d'ailleurs par le responsable du décor avec vraiment un grand déploiement des moyens pour que ça soit exactement tel qu'on retrouve dans les bases. Et elle dit justement tous les supermarchés de toutes les bases sont pareils. C'est exactement la même chose. On vise vraiment à la construction d'un espace artificiel qui pourrait être partout dans le monde pour faire sentir les militaires chez eux. D'ailleurs, le personnage de Fraser dira au début, encore dans le premier épisode, les Américains ne sont heureux qu'en Amérique, en remarquant à quel point il y a du malheur autour de lui, où il y a des incertitudes et des frustrations. Mais sa autre mère, Maggie, donc il a deux mères, va lui répondre, mais ici, on est en Amérique. Donc, la base américaine est l'Amérique. Il y a donc cette contradiction, cette dimension hybride qui fait que les personnages se retrouvent non seulement pris dans leur adolescence, donc dans un espace de transition et dans une phase de transition complexe, mais aussi toujours l'espace de la série les pose, les met dans la situation de négocier la transition de la base dans laquelle ils se retrouvent
avec l'espace extérieur, donc que ce soit la plage, que ce soit les bars dans lesquels ils vont, que ce soit le village de Chioggia dans lequel il se rend à plusieurs reprises, notamment l'un dans un cas dans une fête du village. Donc, il y a toujours un peu cette dimension voilà, de la transition qui est toujours présente et centrale et qui, de mon point de vue, est le cœur de la série, est ce qui rend la série intéressante. Sans trop donner de spoilers, le dernier épisode va se dérouler en partie dans une autre ville, la ville de Bologne. Et c'est là aussi où on a toute la dimension extrêmement fascinante et, si on veut, presque merveilleuse, avec vraiment une dimension d'émerveillement et voire magie pour quelques instants, qui est typique de l'adolescence. Donc, la dimension de rêve, une dimension aussi de la possibilité de créer une utopie, encore une fois, par le fait de franchir une barrière, que ce soit donc, dans ce cas pour des raisons de désir de ces adolescents qui veulent aller voir un concert dans le fameux Locomotive, qui est donc une salle de spectacle de Bologne. Et donc, avec une course à bout de souffle à la dernière minute, je ne vais pas trop donner de spoilers, les protagonistes vont se retrouver à explorer un autre endroit. Et donc, encore une fois, à partir d'un point de vue de conquête, quelque part, comme s'ils arrachaient quelque chose à leur destinée, qui est d'être dans un espace donc naturellement confiné. Par cette course à bout de souffle, ils vont peut-être réussir à construire une utopie différente et donc à se définir comme individus ou alors à poser de questions ultérieures sur leur identité. Donc, la question de l'identité et la question de la transition passe, je trouve, d'une façon très forte par la création d'espaces. Donc, la transition d'un espace confiné, l'exploration des limites et de la violence, de la surveillance d'un espace confiné et militaire, qui se superpose donc à la surveillance que déjà les adolescents vivent, donc de par la volonté de leurs parents de les contrôler quelque part, et qui tisse tous les teen movies. Adrienne Boutan et Célia Sauvage en parlent dans un ouvrage d'il y a quelques années, les teen movies comme un espace aussi où se jouent des enjeux de communication et de non-communication avec des adolescents et des parents, toujours voilà, dans des relations remplies de tensions et de tentatives de construire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment une dimension d'adolescence vue non pas comme rebelle, par contre, je trouve, non pas comme la tradition du teen movie. Il y a quelque chose de plus qui va dans le sens de la transition, justement, de la construction d'un espace plus fluide, où les personnages, justement, se disent « we are who we are ». Donc, « we are who we are », c'est la réponse, en gros, qu'un adolescent donne à un parent ou à un adulte qui veut savoir ce que l'adolescent est, ce que l'adolescent fait. Il n'y a peut-être pas une seule réponse possible, mais juste la reconnaissance du fait qu'ils sont ce qu'ils sont, sans trop vouloir donner d'étiquettes et de labels. Mais peut-être ça, on pourra l'aborder en détail un peu plus souvent, un peu plus tard. Donc, j'avais ici peut-être pour arriver à parler des personnages et mieux vous situer les espaces aussi. Si on reprend le tout début de la série, dans le premier épisode, nous découvrons donc l'arrivée du personnage de Fraser, qui est joué par Jack Dylan Grazer, qui est un adolescent aux cheveux longs, désordonnés, méché de blanc, habillé à la mode. Donc, il est toujours habillé avec des t-shirts aux couleurs criardes, avec des pantalons bizarres. On voit qu'il est privilégié, on sait que ses vêtements ont coûté très cher. Il débarque en Italie avec ses mères, jouées par Chloé Sevigny, qui est Sarah, le nouveau commandant de la base, et sa femme Maggie, Alice Braga, médecin,
qui a, nous le comprenons tout de suite, un rôle un peu à côté, dérobé, un peu soumise. Fraser est tout de suite montré comme un adolescent qui lit des livres de poésie et qui s'habille donc avec des t-shirts de designer, mais il est aussi un grand enfant capricieux, aux gestes et comportements presque enfantins. Par exemple, on le voit dès le moment, vraiment la toute première séquence, ils sont dans l'attente de bagages perdus encore dans l'aéroport et il va implorer Sarah en lui disant « j'ai soif ». Il veut obtenir la bouteille miniature de vodka qu'elle a gardée de la cabine. On comprend donc d'entrée de jeu la dimension de dépendance qui pourrait caractériser ce personnage, dépendance double de la boisson et de l'une de ses mères, ici pour la précision de sa mère biologique, en le rendant à la fois attachant et complexe, même un peu agaçant. Hein. Dès le début, en fait, c'est un personnage qui nous repousse à plusieurs reprises, par sa maladresse, mais aussi parce qu'il est très prétentieux. La promesse de la série est toute contenue, à mon avis, dans ce début, dans une image donc, où Sarah apparaît comme dominante, dans une relation trouble avec son enfant, sa femme comme appendice un peu, sans apparemment de volonté personnelle. On va découvrir par la suite qu'au contraire, elle aura une grande agency, une grande capacité d'agir. Fraser est un personnage qui incarne la maladresse typique de l'adolescent et du personnage queer. La dimension queer, donc représentation de personnages qui ont une sensibilité queer, est assez intéressante et parcourt d'une façon très unique cette série. Ça aussi, peut-être, c'est un thème qu'on pourra aborder un peu plus tard. La sérialité nous permet ici, et je trouve qu'il y a aussi une spécificité sérielle, de développer un attachement en raison de la complexité qui le constitue. Arrogant mais rêveur, violent mais fragile, Fraser détonne parmi ses pairs lorsqu'il arrive dans l'école et il va donc rencontrer un groupe de personnes qui vont devenir ses amis. Il détonne parce qu'il est encore mince, pas encore adulte, qui bouge mal, qui n'est pas synchrone avec le monde et dont les gestes sont peu agiles. Et encore, ses vêtements sont clinquants et détonnent dans le paysage de la campagne, dans l'uniformité de la plage ou encore dans la cohorte de ses pairs. Il émerge, et donc je lien avec ce que je disais tout de suite, lien avec ce que je disais tout à l'heure, il est un personnage qui ne se plie pas. Et comme lui, il va trouver quelqu'un d'autre, Harper ou Caitlin. J'utilise les deux noms parce qu'il s'agit d'un personnage qui nous est d'abord présenté comme une jeune femme. Elle a aussi 14 ans. C'est la voisine donc, de Fraser. Mais c'est une personne qui va beaucoup réfléchir à son identité ou alors plutôt explorer des alternatives à son identité de femme en se présentant comme jeune homme. Donc, je pense que ce serait plus utile d'utiliser le pronom masculin pour définir donc Harper comme cet ami. Également figure non pas de rebelles, mais de personnes qui n'arrivent pas à se plier, qui refusent de se plier, mais qui aussi hésitent beaucoup, explorent des trucs et refusent toute identité et toute étiquette. Est-ce que tu veux me poser une question ou parce que j'ai l'impression un peu de rouler. Oui, il n'y a pas de souci. J'allais enchaîner. Mais comme tu veux. Oui. Oui, j'allais enchaîner effectivement hein, je te pose la question sur tout ce qui est la transition, le thème de la transition. Oui, c'est ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce soit le thème de cette série. C'est une série qui part de la transition de corps, de projet aussi. Le style de Guadagnino se prête parfaitement à ce filmage de l'intime. On a dit que ses inspirations sont Piala, sont Bertolucci, sont des réalisateurs qui s'intéressent beaucoup à la relation avec les acteurs et actrices et qui, bien sûr, ont provoqué des controverses également hein, dans le milieu de la relation acteur-actrice et réalisateur, les personnes citées. Mais Guadagnino, justement, s'inspire d'un travail sur les visages, sur les corps de ces personnages, un filmage de l'intime. Il insiste dès les premières images sur les visages, par des gros plans qui restituent les imperfections de la peau d'un adolescent,
les moustaches qui apparaissent. Il sera question dès le premier épisode de les raser sous le regard affectueux de Maggie, qui lui apprend donc à se raser pour la première fois. Donc, on voit que les relations se construisent autour donc de cette transition. Il s'agit donc d'une série qui pourrait rentrer dans le genre coming of age, donc de l'étape de la transition que vit un adolescent, que vivent des personnages adolescents. On pourrait la mettre dans le même genre de séries récentes qui abordent ces thèmes, comme Euphoria, aussi de HBO, Generation, aussi HBO, série absolument fascinante que je viens de regarder, qui vient de sortir dans la dernière année et qui vraiment répond à un programme de célébrer l'adolescence. Contrairement à Euphoria, la génération Z, ici représentée, n'est pas aux prises avec des gros problèmes de drogue ou d'abus sexuels, ou en tout cas, elle ne les filme pas, elle ne les met pas en scène avec la même, je dirais, en phase, avec le même pathos et avec les mêmes effets visuels. Dans Euphoria, on a vraiment l'impression de souvent assister à des séquences de clips musicales, donc on est pris viscéralement dans les altérations des corps et de la perception de ces ados qui prennent des substances différentes. Ici, il s'agit également de, comme j'ai dit, dépendance de la boisson. Fraser donc abuse très souvent de l'alcool. Il se retrouvera dans des états altérés à plusieurs reprises qui le mettent toujours dans un état où il est blessé, où il, encore une fois, rentre dans cette logique passionnelle avec sa mère qui, à son tour, le taquine, le provoque, l'humilie, puis lui réagit avec rage, furie. Il ne se parle pas pendant des jours, puis il se retrouve ivre à se faire ramasser par Sarah. Donc, on parle de Sarah, celle avec qui il a une relation passionnelle, celle jouée par Chloé Sevigny. Et donc, la boisson là-dedans rentre, je pense, on devrait en parler de façon bien sûr plus nuancée, plus complexe, mais il y a là quand même en potentiel pour la série d'aborder le drame, voire la tragédie ou presque de relations impossibles ou extrêmement souffrantes, extrêmement difficiles. La série ne le fait pas. Euphoria l'aurait fait. Euphoria le fait, même si les adultes dans Euphoria ont un rôle beaucoup plus stéréotypé qu'ici. Ici, la série laisse ses suggestions tout en choisissant de se concentrer sur la trajectoire, encore une fois, de ce rythme de passage pas clair, mais multiple, que le personnage vit, en laissant de côté des potentiels de vie que le personnage, si on imagine que le personnage a une vie au-delà de la série, que le personnage devra développer à un autre moment où il le fera, mais en tout cas, comme dans la vie, on n'a pas toujours un regard surplombant sur la totalité des choses. We Are Who We Are choisit un regard sur l'immédiat, sur des portraits, sur des situations, sur des moments spécifiques, en renonçant à tout montrer et à tout dire. D'ailleurs, les épisodes qui ont une durée de 50 minutes en moyenne, donc il y en a de beaucoup plus courts et beaucoup plus lents, mais ce sont des épisodes qui ont tous le même titre, qui est Right Here, Right Now, donc ici et maintenant. L'idée, c'est donc vraiment de se concentrer sur des tranches de vie, sur des moments précis, et laisser tomber tout le reste, parce qu'on ne peut pas tout faire et tout dire, même si on est dans une série qui a quand même du temps. C'est une série de 8 heures, ce n'est pas une série de beaucoup plus d'heures. On parle peut-être d'une deuxième saison, mais ça n'a pas l'air de se faire prochainement. Donc, par rapport à un teen movie où traditionnellement on a une opposition, une non-communication entre ados et adultes, et contrairement à cette vague de séries qui célèbrent l'adolescence et qui la mettent en scène aussi avec une certaine nostalgie pour le monde des années 90. On peut penser aussi à Sex Education, et ou qui flirte beaucoup avec l'ironie et le comique. Ici, on reste dans une dimension beaucoup plus réaliste où le passage, donc les multiples passages et les multiples deuils que l'adolescent doit faire dans sa
transitions, justement, sont représentées d'un point de vue extrêmement rapproché, peut-être tellement rapproché qu'on n'a pas d'effet d'une linéarité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe et on ne s'intéresse pas trop à savoir quel est le but des actions et des gestes, quel sera le résultat. Encore une fois, on reste dans le présent et on le fait d'une façon qui évite le regard frontal direct et sans nuance que d'autres séries pourraient avoir, d'autres séries qui veulent donner des réponses ou veulent raconter d'une façon très linéaire. Alors, bien sûr, en s'inscrivant dans une perspective d'auteur et de cinéma indépendant, Guadagnino a ici voulu jouer le code c'est ça, plus de l'évocation, de la création d'un ensemble de sensations et de sentiments sans donner de réponse fixe et directe. Chose intéressante, alors la question de la sensibilité queer est très présente dans la filmographie de Guadagnino, réalisateur qui ouvertement donc déclare d'être un homme gay. Et bien sûr, Call Me By Your Name a eu un énorme succès auprès de la communauté LGBTQ. Ici, il s'agit de personnages queer. Il s'agit les deux mères sont donc lesbiennes. On n'a pas trop d'exploration, de questionnement de ce que les adultes vivent, quoique leur relation soit aussi assez trouble, prise dans des relations de pouvoir extrêmement violentes, mais où la question de l'identité n'est pas nécessairement prise comme problématique, pas du tout pour les parents. Pour les adultes, pour les adolescents non plus, c'est-à-dire qu'on se retrouve encore une fois dans l'évitement d'une catégorisation. Est-ce que le personnage de Fraser est un jeune garçon qui découvre son identité queer? Est-ce que c'est quelque chose dont il était déjà au courant avant? Est-ce que c'est quelque chose qui va lui rester toute la vie? On n'a comme pas besoin de donner de réponse là-dedans. Pour cela, j'ai l'impression que la série possède une sensibilité queer, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de ce besoin de donner des étiquettes. Et donc, on retrouve aussi dans la critique et dans le retour des fans, des fans qui se déclarent queer, un très grand plaisir de voir ce genre de représentation qui évite les labels, qui évite les étiquettes. Nous sommes qui nous sommes, disent les personnages donc à travers le titre. Donc, des adolescents qui typiquement se dérobent du regard des adultes, qui sont à la fois fragiles et indépendants, et qui n'ont pas de volonté de trouver une signification trop profonde derrière les images. Il est aussi question quand même de l'exploration justement des identités, notamment pour le personnage de Caitlin Harper, personnage donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on connaît comme jeune femme, qui a des cheveux très longs, c'est une jeune femme noire, qui est très liée à son père, dont elle cherche en fait de trouver, avec lequel elle cherche de trouver une connexion. Père qui voit en elle une jeune femme, évidemment, qui voit ses cheveux comme une grande fierté, comme une grande beauté. Harper, par contre, s'identifie comme un garçon ou alors a envie d'explorer cette identité-là. On le découvre dès le premier épisode où, à partir du point de vue de Fraser, nous la voyons fuir la maison habillée en garçon et aller dans un bar rencontrer une jeune fille qui semble croire à ce qu'il soit un garçon. On le voit dans le deuxième épisode qui raconte les mêmes événements du premier, mais vu du point de vue de Caitlin Harper. Et donc, on comprend qu'elle a envie d'aller dans le monde avec une allure et un aspect qui correspondent à cette perception donc, de cette identité. Donc, il essaie de cacher ses cheveux avec un grand bonnet. Dans l'épisode 5, Harper exprime à Fraser son désir de se débarrasser de ses cheveux. Et inspiré par la complicité avec Fraser, qui lui a notamment parlé des personnes trans, donc il découvre un peu un monde qu'il ne connaissait pas, il décide de se faire aider à les couper.
Donc, il s'agit d'une action-performance qui sert à faire sentir Harper davantage garçon pour qu'il puisse aller dans le monde avec cette identité, pour revoir notamment cette jeune femme qu'il a déjà entrevue dans un bar. Au beau milieu d'un après-midi passé à écouter de la musique au lit et à étudier les vêtements de Fraser, Harper propose de traverser la clôture qui les sépare de chez lui. Encore une fois, traverser, etc. Donc, visuellement, on a toujours vraiment cette mise en scène de la traversée. Il rentre dans la salle de bain où se trouve un clipper pour raser les cheveux. Et c'est donc avec enthousiasme que Fraser accepte. Le suivant, surexcité et face au miroir, lui coupe d'abord une mèche et ensuite rase sa tête. La séquence arrive à restituer l'adrénaline du moment. Les deux amis sont filmés de front, comme si la caméra prenait la place du miroir. Et nous voyons les deux visages un peu apeurés, désireux d'accomplir le geste quand même. Fraser soulève une grosse mèche. Harper lui enjoint de ne pas ruiner ses cheveux, sinon il le tuera. Toujours en riant, en criant hystériquement, comme vraiment des ados pris dans une action. Il passe donc à l'acte, une mèche tombe. Et le montage suit la musique de Klaus Nomi, Lightning Strike, qui commence, se fait saccader avec des arrêts sur image. C'est quelque chose de très typique, on y reviendra, renvoyant aussi à un style clip musical ici, où l'excitation, la joie de l'action, aussi la peur, prend toute la place. La séquence suivante se déroule à l'extérieur, suivant encore la musique de Klaus Nomi qui continue. Les deux amis roulent sur le même vélo à toute vitesse vers le village où Harper va rencontrer la jeune femme, en plus accoutrée avec des moustaches qu'il vient de se construire, de faire. Et donc, on a vraiment cette idée d'adolescents qui essayent des trucs, qui sont très connectés aussi entre eux. Donc, c'est très intéressant en termes de la relation que chacun des épisodes construit. C'est une amitié à la base. Donc, on a une exploration qui est en coming of age, mais dans lequel on n'a pas besoin de faire un coming out. Donc, les deux choses qui souvent se retrouvent ensemble dans les séries ou dans le cinéma, ici, ne sont pas connectées. Donc, il n'y a pas une linéarité de l'action ou des intentions. C'est plutôt d'abord des expérimentations de connexion, d'amitié, de liberté que ces jeunes essayent de trouver ensemble. Et aussi, donc, vraiment, c'est au-delà, encore une fois, des étiquettes, en amour, une relation de soin, de care, si on veut, d'empathie qui se développe entre ces deux personnages. Quand on retrouve Fraser et Harper dans le dernier épisode en cavale à Bologne pour assister à un concert de leur band préférée, alors ici, on choisira si les écouteurs, si le public préfère ne pas entendre, tu décideras de couper cette partie. Hein. C'est le spoiler du dernier épisode. Ce sont des personnages qui donc, refusent de se plier à la structure patriarcale de leur famille. Ils font donc un geste de liberté et à l'oppression que tout adolescent subit, encore davantage s'il est queer. Mais encore une fois, la définition ne nous est pas donnée. La série refuse de donner une réponse, mais nous voyons ces deux personnages se rapprocher, s'éloigner en termes d'amitié et pas du tout dans une logique d'adolescent garçon qui rencontre une fille qui tombe amoureux. Pas du tout. Ils deviennent peut-être un couple, peut-être que non, on ne le saura jamais, mais cela ne semble pas avoir d'importance pour eux non plus. Donc, les relations, j'ai l'impression, sont toujours informées par cette transition qui est vraiment qui passe vraiment par la maladresse des corps, la maladresse sociale, le malaise carrément qui se crée dans les relations et dans les corps, mais aussi l'utopie qu'on voit dans qu'on voit dans ces gestes que j'ai décrits, mais aussi dans la dernière séquence, où quelque chose de très difficilement saisissable, mais de très spécifique pour ces deux amis-là, existe quelque part et est la promesse d'un monde complètement nouveau. Donc, en regardant ce dernier épisode, je me suis dit vraiment que déjà, ce dernier épisode était central pour la série. C'était pas comme ça change vraiment tout le sens du reste des épisodes, j'ai l'impression.
par le message extrêmement puissant et, si on veut, très classique au cinéma. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui bouleverse, dans le sens où des jeunes gens qui courent à toute vitesse dans un musée, ça, on connaît cette image, ça vient de la nouvelle vague, ça vient aussi d'une certaine volonté de cinéma d'auteur ou indépendant. Donc, c'est très classique en même temps, mais j'ai l'impression que la série arrive ici, aussi justement parce qu'il s'agit d'une série, à en faire quelque chose d'extrêmement contemporain, extrêmement nouveau, dans le sens où il y a le refus de l'étiquette et il y a la volonté quand même de représenter les adolescents comme des individus qui possèdent, qui ont un pouvoir et qui ont un pouvoir peut-être pas encore actif et peut-être jamais fonctionnel dans la vie, mais c'est un pouvoir de dire non, un pouvoir de ne pas se plier et ou de tenter des expériences. Donc, il y a dans cette dimension expérimentale, justement, quelque chose qu'une série peut faire peut-être d'une façon très intéressante par rapport au cinéma. Martha Boni, vous êtes enseignante dans le domaine des études cinématographiques et j'aimerais maintenant, vous avez commencé un petit peu à évoquer, mais que vous rentriez un petit peu plus en détail sur le style de la série elle-même, c'est-à-dire de nous expliquer un petit peu comment sa structure, hein, qui est centrée sur les personnages par exemple, de montrer aussi quel est le traitement visuel qu'on en fait de ces personnages-là, de voir comment les showrunners ont décidé de la monter. Voilà, un tout petit peu qui fait participer d'ailleurs à l'ambiance si particulière que l'on retrouve, hein, vous avez commencé à l'évoquer avec nous, mais que l'on retrouve quand on regarde cette série. Donc, les épisodes ont tous été réalisés par Luca Guadagnino, ce qui amène une unité de style et de forme assez inhabituelle en sérialité où on sait souvent les réalisateurs sont multiples. Donc, on a une volonté forte d'une unité, de créer une unité, créer une harmonie et aussi de faire passer, encore une fois, toujours ce message de l'auteur qui contrôle et qui aussi construit sa relation avec les acteurs d'une manière spécifique. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'inspiration notamment de Maurice Pialat, mais aussi de Jean Renoir, qui est pour Luca Guadagnino quelqu'un de très important. Une idée d'une caméra capable de se rendre à la fois invisible et à la fois extrêmement présente, collée au personnage, afin, et j'ai retrouvé dans des entrevues, notamment une entrevue donnée au TIFF, donc à Toronto, une volonté de raconter de façon humaniste pour Luca Guadagnino. Donc, une volonté d'explorer la forme et donc de fonctionner aussi avec une très grande présence, notamment de la musique. Alors, la musique, c'est quelque chose d'extrêmement frappant dans cette série. Elle fonctionne avec le montage et elle est omniprésente. Hein, et il y a de plus en plus il y a plusieurs musiques. La bande-son est signée Dev Hynes, donc, qui est aussi Blood Orange, dont Fraser est un grand fan. C'est un compositeur noir qui est très influent et que la série a aussi contribué à relancer. Et il sera aussi présent lors du dernier épisode. On a aussi la musique de John Adams, qui est célèbre pour son travail post-minimaliste, avec beaucoup de répétitions, inspiré de Philip Glass notamment, mais influencé aussi par le romantisme. Donc, une musique basée sur un rythme, sur des pulsations. John Adams avait déjà composé pour les deux films I Am Love et Call Me By Your Name également. On a donc un crescendo des tensions, puis des arrêts soudains. C'est une musique qui souligne certains détails, non pas en tant que clé pour la compréhension de l'intrigue, mais pour restituer l'immédiateté d'une sensation, d'un vécu. En plus de ces musiques, il y a aussi des musiques diégétiques et non diégétiques qui viennent de sources extrêmement hétéroclites. Donc, il y a là, voilà, je voulais donc faire penser à évoquer donc une dimension à la fois d'une caméra qui se veut présente, parfois invisible, mais aussi d'un style qui est très marqué quand même, où la volonté de signer quelque part les images, de rythmer les images et la narration est très présente. Et pourtant, on n'a pas de suspense,
On n'a pas de cliffhanger véritable. Ce n'est pas une série qui coche toutes les cases de ce que la narration sérielle typique nous a habitués à voir. C'est une série marquée davantage par la lenteur et par un mélange qui parfois effectivement brise cette lenteur pour proposer, comme je disais tout à l'heure, des moments un peu plus similaires au clip musical. Donc il y a une hétérogénéité, une expérimentation que la sérialité justement permet lorsque elle ne respecte pas complètement donc des règles purement industrielles. Quoique bien sûr il s'agit d'un projet industriel, évidemment, il ne faut jamais oublier tout ça. Donc, on sait que HBO permet une liberté créative plus grande. Ce n'est pas cependant quelque chose qui ne répond pas à un type de public imaginé, un type de public qui est là au rendez-vous. Donc, un public notamment plus cultivé, cinéphile, sériephile, donc un public qui peut aimer, qui pourrait apprécier ce genre d'expérimentation, mais ça reste commercial, bien sûr. Donc, on a des moments où les émotions fortes, par exemple, sont très présentes et toutes portées par un jeu d'acteur. Donc, encore une fois, une caméra qui suit le jeu d'acteur, qui suit des dialogues très bien écrits. Parfois, les acteurs comme Chloé Sevigny apportent véritablement une persona qui est au-dessus de ce rythme plus calme hein, que la série, que la série propose de manière générale. Donc, on a vraiment le sentiment d'avoir accès à des tranches de vie où le drame ressort d'une manière presque déconnectée du reste. Et ceci justement parce que le réalisateur choisit de suivre, par exemple, Chloé Sevigny et Jack Dylan Grazer dans leur façon de vivre et d'interpréter les dialogues. Donc, avec la sensation parfois d'être face à une exagération des sentiments extrêmement forts, mélodramatiques, qui donc détonnent par rapport à d'autres séquences beaucoup plus lentes et de contemplation. Donc, le montage est réalisé par Marco Costa, qui est quelqu'un qui a déjà travaillé dans le département de montage de Suspiria de Guadagnino, puis il a travaillé pour la télé. Donc, il a choisi quelqu'un de différent par rapport à qui avait travaillé dans Call Me By Your Name. La volonté dans la façon de structurer le montage est celui de construire une structure chorale tout en donnant une importance à des événements qui remplissent l'épisode à partir donc de plusieurs personnages. Donc, il y a une volonté de garder quand même cette idée de rentrer dans un espace, de filmer un espace d'une manière à créer l'idée que plusieurs personnages et plusieurs émotions, plusieurs sensibilités composent cet espace, tout en gardant la continuité sur Fraser. Donc, encore une fois, un corps d'adolescent qu'on explore dans toute son incertitude qui émerge aussi des caractéristiques formelles de la façon de filmer. Donc, on voit sa gaucherie, on voit sa maladresse, on voit ce qui est bizarre par une insistance sur ses vêtements, sur ses gestes, sur ses façons gauches de danser. Et il y a aussi certains arrêts sur image, ce que j'évoquais tout à l'heure, des moments où l'image gèle sans raison apparente. Comme dans le premier épisode, lorsque Fraser monte sur le bus qui l'amènera avec les autres adolescents à la plage, ou lorsqu'il coupe les cheveux de Caitlin Harper, des mouvements qui deviennent des instantanés. On ne sait pas trop pourquoi. C'est comme si on avait pris une photo de l'image, peut-être pour se souvenir mieux de ce que le personnage est en train de vivre, mais il ne s'agit pas nécessairement de moments clés qui vont marquer la suite des choses. Donc, il n'y a pas une volonté narrative, c'est davantage une volonté esthétique, c'est-à-dire de créer une relation avec les spectateurs sur un plan qui n'est pas le plan viscéral de la réaction à un geste ou à une émotion violente, contrairement, donc, comme c'est le cas pour les scènes avec la mère de Fraser, Sarah.
qui rappelle un peu parfois certaines crises fils-mère qu'on retrouve dans le cinéma de Xavier Dolan, si on veut. Alors que là, ces moments où on a des arrêts sur image vont arrêter le rythme pour le relancer ensuite, mais pour transmettre, je dirais encore une fois, cette hésitation qui est propre à la transition de ces corps. Et donc, je dirais que le style par la différence des couleurs, par exemple, qu'incarne Fraser par rapport à l'état un peu morne des couleurs du nord-est de l'Italie, ça, ou encore le fait d'insister sur ses gestes ou le fait d'insister sur ses visages ou encore la présence de la musique vont faire émerger le personnage de Fraser comme un personnage qui vit en malaise, qui ne le vit pas comme une victime non plus, mais qui est à lire vraiment en termes de maladresse, hésitation, qui sont typiques de l'adolescente, qui ne sont jamais comiques, qui ne sont jamais ni moquées, ni source de rire, mais qui d'abord vont mettre de l'avant des qualités plutôt excentriques, qui répondent d'ailleurs parfaitement aux missions du cinéma indépendant et de sa façon de distinguer du cinéma mainstream, bien sûr. Et on sait aussi qu'en réalité, le terme quirky était très présent au début des années 90 pour se distinguer, donc pour les séries et pour les chaînes qui voulaient se distinguer dans un marché qui commençait à devenir saturé. Donc ici, HBO a très probablement voulu investir sur Luca Guadagnino pour justement qu'il apporte un style indie, un style qui innove par le lien avec un cinéma d'auteur et aussi par une capacité à restituer cette fragilité, mais aussi cette force tout à fait bizarre de l'adolescence. Donc, je pense que l'expérimentation, ça, de la forme et de la structure vont vraiment dans ce sens. C'est un peu ça. On pourrait aussi parler d'un épisode extrêmement riche en émotions et riche en expérimentation qui est on partait dans une villa dans laquelle les jeunes vont faire irruption. C'est dans le 4e épisode. Mais peut-être, bon, je vous invite à le regarder pour y réfléchir, mais c'est très intéressant pour montrer là peut-être toute la dimension aussi mélancolique et violente de l'adolescence qu'il a vraiment filmé de façon très mélancolique, même si les actions qui se passent sont vraiment des actions d'abus de substances, de sexe, qui pourraient dans d'autres formes ou dans d'autres formats être représentées d'une manière beaucoup plus c'est ça, beaucoup plus viscérale, alors que là, on reste dans une tonalité beaucoup plus mélancolique et contemplative. Aussi parce que, n'oublions pas, il y a toujours cette idée de la guerre ou de la dimension de la mort qui, quelque part, est là et est présente de par, le fait qu'il s'agit de militaires, mais de par aussi du fait que l'adolescence est aussi une période de deuil, si on veut. Martha, vous l'avez dit, hein, une série qui est filmée de façon parfois mélancolique, souvent aussi onirique, avec une série qui est belle, une série qui fait réfléchir aussi beaucoup, une série, vous l'avez dit, produite par HBO, une série qui ose des choses. Quel a été justement, et c'est intéressant de voir ça, est-ce que les objectifs peut-être que s'était fixé Guadagnino, est-ce qu'ils ont été atteints? Et quelle a été la réception en fait, Martha, de la série? Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? La réception était bonne dans le sens où, si on regarde sur Rotten Tomatoes, qui est l'agrégateur de réception critique et de public, on retrouve le 86% des adhésions des critiques, avec, si on regarde les critiques expérimentées, le 94% donc, des critiques qui sont positifs. Donc, évidemment, il y a là l'aspect cinéphile qui a plu et qui fonctionne et qui parle aux critiques. Les publics, quant à eux, c'est le 76% des critiques
positive. Donc, c'est quand même un très bon résultat par rapport à ce qu'on trouve en ligne. Si on regarde un peu plus en détail les types de discours des fans et ou des spectateurs, spectatrices, j'ai regardé un peu la page Reddit, qui est donc l'espace dans lequel on peut trouver toutes sortes de discussions sur n'importe quel sujet. Je regarde souvent ce que les fans disent des séries dans cet espace. On retrouve une page consacrée donc à We Are Who We Are HBO officiel, avec 1600 abonnés et plus. Les commentaires sont souvent positifs. En fait, je n'ai pas trouvé de commentaires négatifs ou complètement destructeurs de la série. Souvent, le lien est avec le film Call Me By Your Name. Donc, il est évident, à mon avis, que Guadagnino avait déjà des fans à cause de ce film, fans qui sont allés chercher dans la série les mêmes thèmes, le même style, donc le même plaisir peut-être, et qui ont donc répondu positivement à la série parce qu'ils étaient déjà quand même pas mal influencés par leur appréciation de Call Me By Your Name. Souvent, donc, les commentaires vont faire des liens intertextuels, essayer de retrouver la présence de Timothée Chalamet qui effectivement a fait un caméo, ainsi que Armie Hammer dans la série. Puis, il y a plein de liens intertextuels possibles que les fans s'amusent à retrouver. On a des tentatives de comprendre la psychologie des personnages, et notamment du personnage de Fraser, y compris d'une façon médicale. Donc, on essaie de faire toutes sortes de diagnostics de ces peut-être difficultés ou différences. Donc, c'est très intéressant qu'on parle du personnage comme s'il s'agissait d'une personne vraie. C'est souvent le signe que le personnage a réussi à devenir attachant, donc que le personnage est bien écrit et qui nous fait penser qu'il y a plus que l'image qu'on a vue à l'écran. Plusieurs posts vont se concentrer sur la tentative de comprendre le sens de quelques épisodes, comme le dernier, donc vraiment à partir des outils de la critique cinématographique classique, on essaye de décrypter, de déconstruire pour trouver une signification. C'est très classique comme type de réception. On a aussi des commentaires qui font sentir le sentiment de plaisir provenant de l'incertitude due à la complexité des personnages qui détermine le fait que la série pourrait évoluer de manière imprévisible. Donc, en gros, on dit la série est imparfaite. La série, par exemple, ne nous dit pas comment certaines trajectoires vont se terminer, ne donne pas assez de place à plein de choses, à plein de relations, à plein de personnages secondaires. C'est en effet, si on veut, une faiblesse de la série, mais les fans reconnaissent qu'il s'agit peut-être d'une série très humaine, donc c'est ce que Luca Guadagnino voulait réaliser, et donc, comme la vie, elle est complexe et donc imparfaite. Donc ici, on a vraiment une résonance avec la critique littéraire de la modernité qui va vraiment évoquer les grands chefs-d'œuvre de la modernité comme des grandes œuvres imparfaites et donc chefs-d'œuvre parce que capables de restituer la complexité du monde. Donc, sans que les fans soient nécessairement des critiques littéraires, on a quand même ici une logique, un paradigme très moderne, très typique, si on veut, d'aborder des œuvres d'art. Donc, on la reconnaît comme une œuvre d'art en raison du fait qu'elle n'est pas linéaire, une œuvre d'art parce qu'elle laisse sur notre faim. Donc, il y a vraiment des critères de qualité cinématographique et qualité sérielle qui sont mis de l'avant pour parler de la qualité, pour parler du plaisir dû à cette série. Donc, encore une fois, on pourrait se dire, il s'agit de fans qui sont quand même des cinéphiles à la base, déjà. Il y a aussi des fans qui revendiquent leur identité queer et qui trouvent que dans cette complexité, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait où, effectivement, les problèmes de compréhension, les problèmes d'incohérence que la série présente viennent du fait de la centralité de ces personnages queer. Donc, les personnes ici qui prennent un peu cette position donc, très intime et très personnelle vont aller jusqu'à raconter des parties de leur vie, donc mobiliser leur vécu pour dire à quel point
la série a fait résonner en eux quelque chose d'extrêmement authentique, d'extrêmement vrai, que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit encore une fois cette mélancolie, et y compris les excès d'une bande son extrêmement éclectique et incroyable qui arrive à restituer une sensibilité queer rare encore en sérialité et même au cinéma. Donc ici, ce serait vraiment la perspective qui résonne plus sur la dimension intime et personnelle. Donc, c'est un peu, bien sûr, un portrait esquissé de la réception. J'ai regardé d'abord et avant tout, effectivement, la réception internationale. Ça serait vraiment très intéressant d'aborder les différences entre la réception nationale en Italie et ce que, au contraire, donc, les Italiens auraient pu voir ou pas voir. J'ai vu quelque part des critiques concernant le jeu d'acteur, ou alors plutôt les dialogues en italien ou l'interprétation en italien, qui était pas mal critiquée à certains moments. Mais voilà, donc ça serait un chantier ouvert. On peut explorer davantage, comme d'habitude, pour ce qui est de la réception. Martha Boni, merci pour l'évocation avec nous dans cet épisode d'Histoire en série de la série We Are Who We Are, une série donc, on l'a bien compris, autour de beaucoup de thématiques très intéressantes sur l'adolescence et l'adolescence en Italie dans un milieu particulier, vous l'avez dit, de ces bases militaires américaines. Alors, vous avez fourni, Martha, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com à la page de cet épisode. Vous pouvez aller consulter ça pour, bien sûr, approfondir toutes les thématiques que Martha a évoquées avec nous. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, @Histoire-Série, pour suivre le fil de l'actualité du podcast, et nous retrouver sur le groupe Facebook de Histoire en série pour dialoguer avec nous et voir les prochaines émissions qui sont à venir. Notamment, vous avez aussi les résumés de toutes les émissions depuis le début, avec les liens pour aller les écouter sur toutes les grandes plateformes de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Merci Martha pour l'évocation. On a parlé d'images, de cinéma, c'était très intéressant aussi sur cette série We Are Who We Are. Et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle série. Ça a été un plaisir. Merci Nicolas. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.